Alors, il y a un poème d'André Chénier. André Chénier, vous connaissez, en fait, il est né à Constantinople et il est mort à Paris. Et donc, il est de chez nous. Et on a gardé sa maison d'ailleurs à Istanbul. Donc, il a écrit un poème qui s'appelle Bel Captif. Alors, je me demande, il s'agissait de quel genre de captivité et quel genre de beauté. Alors, à vrai dire, c'est un peu ambigu. Il parle d'une certaine épi de vigneron, donc une partie, une sorte de bougeon dans les vignobles qui en printemps, on voit même les petites grappes, mais bien sûr pas du tout mûres. Et cet épi n'a aucune crainte d'être coupé. Donc devant lui, il y a tout un été, sans crainte de la faux, donc d'une sorte de fauché. Et je suppose, eh bien, à la fin, il parle de la sève qu'il accumule pendant tout l'été et qu'il avale toute la, disons, humidité de la terre et de l'air. Donc, c'est une fête pendant tout l'été. Bien qu'il n'est pas mûr, mais il a très bien constitué. Donc, il n'a pas besoin d'être, disons, rasé par la faux. Alors, toutes ces associations m'a fait penser une captivité. Oui, c'est une durée limitée de vie, donc il est captif, mais il sera coupé. Donc il est une sorte de bétail, un mouton voué à Dieu, au sacrifice. Captivité, il s'agissait d'un nourrissement, un flattement, parce qu'il est petit, mais quand il est grandi, il sera coupé, parce que la faux l'attend pour l'instant sans inquiétude. Voilà, je trouve très ambigu. Quel genre de beauté et quel genre de captivité et quel est le rapport de l'André Chénier à cette belle captif. Donc j'ajouterais qu'un épi de blé, ou au sens général un bourgeon de vignoble, alors une captivité, une belle image, une métaphore qu'on peut généraliser pour toute culture humaine et tout ce qui se pousse sous la surveillance, sous le soin porté par l'homme est très ambigu. Cet amour donné à la plante ou au bétail d'élevage pour une durée limitée, calculée, prévue. Alors, c'est à la fois très sincère, à la fois très calculé et très intéressé. Et donc, d'abord, dans l'origine de l'agriculture et de l'élevage, il faut voir une promesse, un premier acte moraux, entre guillemets, humain. Ce sera une promesse donnée à la nature ou à l'autre homme à travers le blé ou le mouton, le coq, etc. Et l'animal ou la plante devient intermédiaire, donc une sorte de médiation, un outil, un instrument instrumentalisé d'une promesse qui lui concerne, qui concerne la plante comme objet, mais c'est pas une promesse donnée à la plante, mais à l'autre homme. C'est ça, bizarrerie, un usage, une use, un intérêt dans la proximité, dans l'occupation
intime, soigneuse avec la nature, à la nature. Bizarre. Parce que j'avais écrit un poème sur une pierre, un poème très très, disons, tôt, de tendre âge, un piège, je le déclarais, une promesse donnée à un bétail, à un oiseau. Donc une pierre est une promesse donnée à l'oiseau qui est proie, non pas proie du piège, mais notre proie. Et piège est notre intermédiaire, mais la promesse comme gage a un statut de tiers entre l'oiseau et l'homme, comme tiers, donné en gage, et jeté plutôt en gage vers l'objet, vers ce qui est visé, dont la finalité, encore l'homme, ni le piège, ni l'oiseau, les deux autrement instrumentalisés, et tout retourne à l'homme. Et pour qu'il absorbe, pour qu'il complète le cercle d'appropriation, ou entre guillemets de conscience de soi, n'est-ce pas? Apporter les choses de loin à sa proximité. Premier acte d'appropriation et de compréhension, non pas fait par la main, mais par la main d'autrui, par procuration de pièges. Pièges comme procureur de roi ou procureur de la République ou procureur de la tribu. Bizarre. Piège, donc, une chose commune, au sens de Sartre. Un objet commun, donc un premier outil est un objet commun qui sert à l'appropriation. Donc un objet exproprié, commun, généralisé, réitérable, qu'on approprie, mais seulement par l'usage. C'est-à-dire, on ne l'approprie pas tout à fait. N'importe quelle autre pierre, n'importe quel instrument instrumentalisé peut faire l'affaire, car le concept même de l'instrument, la forme, est séparé ontologiquement de sa matière, abstrait de sa matière. Donc une pierre a un statut déjà de l'argent, de la monnaie. C'est ça l'énigme. Tous les mots, tous les signifiants fonctionnent à peu près comme ça. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que n'importe quel X peut faire l'affaire. Dans mon discours sur Durkheim-Arbeitung, on cherche un X par rapport à quel on a un sentiment de manque. On manque d'X, mais on ne sait pas on manque de quoi. Et c'est X seulement un préconcept est devenu concept, c'est-à-dire cristallin, clair et distinct. Et l'objet tout de suite est trouvé parce que l'objet était toujours là, comme matière, mais la forme était en nous. Je sais que c'est très aristotélicien ce que je raconte, mais personne n'a raconté histoire d'instrumentalisation et de fétichisation et de valeur d'échange et de substituabilité à travers ces soubassements aristotéliciens de quatre causes. Tout ce qui passe entre dans le rapport très très compliqué de quatre causes. Voilà. Il y a même une finalité qui se joue comme viser la proie. Et bien, effectivité, c'est justement cette transformation, métamorphose de n'importe quel X comme matière substituable, cette substituabilité même effectuée, le moment où d'effectuation s'appelle cause efficient, c'est ça. On ne peut pas être plus clair dans l'explication, mais on peut en donner des autres descriptions phénoménologiques, bien sûr.
Et c'est Heidegger qui travaille sur 4 causes, n'est-ce pas? Éon, ce qui est toujours là, éon, comme le temps, éternel. Et il y a une éternité des actes temporaux, et il y a le temps que nous connaissons, le temps qui prend, qui se donne pour réussir une chasse, par exemple. C'est autre chose, c'est une image de l'éternité, comme disait Platon cette fois-ci. Si la cause, au fond, n'était que le temps éternel, cause, c'est-à-dire les lois abstraites, les formes, les lois, eidos, les essences, qui se varient par retention, protension, par tension, par contraction. Un temps contracté, c'est le moment où on trouve l'X en tant que X et qu'on le renomme. C'est ça, donner des noms comme premier acte donateur de l'homme, nommer les choses aussi. Il entre dans le processus et même l'essence même de conceptualisation et d'instrumentalisation et de la signification, c'est-à-dire donner un sens à une matière informe. L'informé, c'est le nommé. Voilà, tout Moyen-Âge, tout nominalisme, tous les universaux et singuliers aussi résolus maintenant, après Aristote de premières heures, donc l'Antiquité, Moyen-Âge aussi résolu, et à travers l'explication sur le langage ou les pronoms, n'est-ce pas, appellation, et non pas par le nom, mais par le pronom, c'est-à-dire ceci ou cela. Donc tous les shiftung des signifiants vides, la pronominalisation est résolue, donc toute logique de soi, mais en vue de verbe, c'est-à-dire l'acte, c'est-à-dire l'efficience, l'effectivité. On dirait aujourd'hui performativité, valeur de performance, valeur de performance, dont Lyotard avait l'horreur du mot, mais performance, c'est speech act. Donc, une chasse, un fragment le plus anodin d'occupation humaine, c'est une speech act, c'est un acte de parole. C'est pour ça que mon poème de tendre âge disait qu'un pierre est une promesse donnée à un oiseau, c'est archi juste. Et même la justice même, l'explication même de justice, théorie de justice, c'est-à-dire adéquation, être adéquate à quelque chose, correspondre à quelque chose, peut-être momentanément, c'est ça, le jeu du temps ou la ruse du temps, les choses se correspondent momentanément. C'est pour ça qu'on se moue peut-être dans l'éternité, dans la forme éternelle, immuable, disons, entre guillemets, selon la métaphysique, mais on en meut, disons, on bouge dans le temps, c'est-à-dire fini dans le champ de la finitude, à la fois au sens de chanson, dans une chanson qui a un début et la fin, qui a une fin, qui a une moyenne et fin, un rapport de fin moyen, une chansonnette, un chant épique, épopée, accompagné de danses et de cris communaux, à la fois un chant au sens de chant de blé, c'est-à-dire un chant découpé de la nature informe à travers les limites d'une enceinte de la ville, une ville ou une habitation
un Wochenende, un séjour sur Terre bizarre de l'homme, étrange chose, n'est-ce pas, ce séjour de l'homme sur Terre, le mot également étrange chose sur Terre, il faut que, on dirait qu'on espère que là où il n'y a pas de mot, c'est-à-dire là où la forme nous manque et la chose, entre guillemets, non plus n'existe. C'est ça le poème interprété de Stefan Georg par Heidegger. Là où le mot manque, la chose ne soit. Pour le retraduire en français. Voilà, toute la métaphysique heideggerienne, et surtout ce conte Heidegger, y est expliqué aussi dans ce petit matin, à l'aube, à la levée du soleil, qui va aveugler bientôt tous les humains et qui va leur faire tomber dans la temporalité temporante, où la limite de la nuit et du jour s'abîme et s'entame comme un passage de l'éternité vers le temps, c'est-à-dire chute dans le temps. Bon, tout d'abord, il faut dire qu'en fait, la plupart du temps, au lieu de résoudre les problèmes de la philosophie, eh bien, je commence à devenir un problème pour la philosophie, futur ou présent. Ce que je voulais dire, en fait, c'est les problèmes qu'on a résolus jusqu'à maintenant de la philosophie. Ce sont des problèmes qui étaient déjà résolus, non pas spécialement par les philosophes, mais dès qu'ils ont posé comme solution, eh bien, ils se déconstruisaient pour réserver une place à part à la philosophie, c'est-à-dire isolation ou hauteur ou profondeur ou horizon lointain, etc. Donc, ce qui touche vraiment à la vie, à la thèse d'être dans une mode tel ou tel, là, effectivement, philosophie, finalement, n'a pas le droit de parler, ce sont des ontologies régionales qui parlent. Donc, philosophie, ça devrait être autre chose. Ça devrait se poser comme problème aussi. Et finalement, la littérature, disons que la littérature fiction poserait des problèmes de la signification et déstabiliserait les théories philosophiques. C'est bien connu la chose, mais la philosophie elle-même qui déstabiliserait la logique formelle et même dialectique, effectivement, ça devrait être quelque chose encore plus difficile à résoudre. En plus, ce sera fait sans emballement, c'est-à-dire en pleine lumière, des prédicaments, propositions, arguments, des phrases écrites noir sur blanc. Voilà, comme la littérature d'ailleurs, il n'y a pas de différence. Alors, ce qu'on thématise ici, disons que des formations professionnelles. On dit que des formations professionnelles n'existent pas, il s'agit d'une formation, ou bien réformation, ou bien transformation. Très bien. Une thèse philosophique qui touche au problème de corruption, génération, le propre ou impropre. Donc il y aura un devenir. Alors comment on va rendre compte de ce devenir dont le titre nous dit que indiscernable, devenir indiscernable, imperceptible, voilà. Même si on enlève la thèse du monde, comment ça se fait? Alors, surdétermination comme déformation dite professionnelle, surdétermination peut même supprimer la thèse d'être. Mais détermination elle-même, c'est une thèse
d'étant en tant qu'être, ou bien une thèse d'être en tant qu'étant, pour parler heideggérien. Donc c'est très compliqué soulever. Qu'est-ce qu'on soulève exactement? Qu'est-ce qu'on suspend comme thèse? Et qu'est-ce qu'on devient avec la déformation dite professionnelle, mais qui s'étend effectivement à toute cité, à toute épocalité, à la mondanité, à la temporalité, à la spatialisation, à la technicisation, à des manières rhétoriques exprimables, discernables, ce qui ne s'entremêle pas, etc. Donc, espacement et temporalisation, c'est partout qu'il y a l'expression. Voilà. Mais ici, effectivement, comme le thème n'est pas traité d'une manière linéaire comme dans une traité philosophique, et c'est ça qui devient le problème bourgeon, des problèmes, des bifurcations innombrables et qui sautent aux yeux ou bien deviennent elles-mêmes indiscernables, mais ils sont là. Donc ils sont là pour qu'on y revienne. Si on peut y retourner, revenir et y partir. C'est ça le problème du sol, d'immanence ou transcendance. Effectivement, eux aussi, ils deviennent indiscernables. Et bien, formation nommée comme Bildung, et on a passé à des autres valeurs comme bien, mal, indiscernable. Et le toucher du fond, c'est la causalité. C'est accoutumé, nous sommes accoutumés, nous avons l'habitude de causalité. Alors si cause et effet divorcé à l'amiable, qu'est-ce que ça veut dire? Sans conflit, une divorce. C'est vraiment notre époque qui parle. Une divorce de causalité qui vit ensemble mais divorcée, sans contrat. c'est possible. Tous les concubinages est possible entre cause et effet aujourd'hui. Alors, mais la technique ne s'amuse pas. Mais croyons-nous que la technique, l'industrie, le commerce, le politique ne fait pas de jeu encore plus cosmologique, cosmogonique, encore plus à faire dormir au debout. Eh bien, on vient ici à faire dormir imaginatif à l'égal fiction. Tout est légal, toute détermination, profession, dans un endroit où il y a intersubjectivité par rapport au monde suspendu, refoulé, et moi, le soi profond, on n'en parle même pas, mais on parle quand même de cette distinction lévinassienne entre dire et dit. Dire et dit s'invarie selon la chanson, très bien, c'est-à-dire on n'abolit pas complètement dire, le rapport s'invarie selon la chanson. Et plus le dire vaut que se taire. Et parler, ça vaut que se taire. Donc dire, c'est discréditer. Le dit qui est crédité, en sens voulu et exporté au tiers-monde récalcitrant. Très bien. Le problème de se taire et rester dans les profondeurs de dire ou d'ambivalence, univocité, c'est la chose de tiers-monde récalcitrante. Et qu'est-ce qu'il nous donne, tiers-monde récalcitrante? Des morts, c'est-à-dire il nous donne des morts, des cadavres, c'est-à-dire des victimes des guerres. Qu'est-ce qu'ils font, ces victimes des guerres au monde? Eh bien, ils deviennent des squelettes. Cari, silicium, bitume, fumée, geist, momie. Tout ce qu'on a besoin pour faire des strates géologiques et des cultures dépassées. On vient à ce mi-temps entre des cultures juives et aristotéliciennes, Marchand de Venise, de Shakespeare. C'est bien clair là, il faut développer, mais déjà assez clair
il y a une fiction légale dans laquelle on tombe dans un piège. Mais c'est pas Juif qui a tendu le piège, c'était une présomption de la cité légale, des souverains légaux, qui se veut légal et non pas sanguin seulement, et donc qui veut se cosmopolitiser, mondialiser, universaliser, ce souverain se mis en défi. Quand en face à cette fiction légale, donc à partir de plainte du juif contre un romain gaillard, de bon sang, mais enfantin finalement, parce qu'il parle pour rien dire, il parle avec les métaphores, donc il paye avec sa chair coupée. C'est très clair l'histoire pour moi. Et peut-être la dialectique, conception de dialectique chez Héraclite, on dit ontologique, mais ça restait peut-être plutôt du côté de la nature, de la conception de nature, en tant que nature, le monde avant l'humain aussi, foudroyé par la dialectique, la vie. La vie dans le monde ne peut être conçue sans dialectique, mais pour Hegel, ce genre d'opposition par nature reste encore très spontané et pas du tout réfléchi. C'est déjà quelque chose qui pousse à un stade ultérieur, là où il y aura des consciences opposées. Donc, chez l'humain aussi persiste cette opposition par nature et qui devient l'attirance aussi, parce que quand on est opposé, on a quelque chose à faire à ceci qui nous intrigue, qu'on veut transformer, qu'on va approprier, qu'on va faire un avec elle, l'opposition. Donc c'est l'acte, disons, l'amour sexuel se résumerait aussi à cette opposition des sexes. Mais dans le cas du même sexe, c'est pas contradictoire parce qu'il s'agit cette fois-ci de petites différences, non pas de grosses oppositions, mais petites différences qui se posent comme problème ou attirance, comme affect, qui fait une vacuité, disons, dans le sujet vers lequel il est attiré. Ou bien elle est attirée par elle, ou il est attiré par lui, ou une vacuité, c'est-à-dire une vide, s'installe, et les deux entités se trouvent attirées tout simplement par une attraction quasi physique assez vide. Voilà, il faut penser comme des vases communicantes à des pressions différentes, de petites chambrettes, etc. Une physique de aérodynamique. C'est-à-dire pneuma, psyché, respiration, soupir, satisfaction ou l'envie, languissement, etc. Tout ce que nous connaissons des affects. Alors, dialectique, est-ce une chose mauvaise ou bonne? N'a aucun sens, une question pareille. Mais quand on dépasse, disons, quand on voit comme Héraclite, comme Hegel ou n'importe quel sage, l'ensemble des processus, donc des partialités qui se sont pris par ce piège de dialectique qui le fait bouger d'une manière un peu aléatoire, parce que personne ne choisit son opposé véritable, mais
il trouve une occasion chez l'autre ou chez un objet, un intérêt. Un intérêt à lequel il va s'opposer, soit pour le transformer comme objet produit, voilà, production aussi. Il voit dans cet objet informe, matière brute, une forme, et il oppose à la matérialité pour en imposer une forme et qui ne sera pas uniquement forme, mais une matière formée, donc une sorte de synthèse. Mieux que rien, mais pas parfait. Aucune synthèse n'est parfaite, n'oublions pas. Donc, un sage verrait ces choses-là et qu'il appellerait, voilà le processus. Comment c'est cela, même que la finitude fonctionne de manière imparfaite, c'est parce qu'il n'achève chaque fois une synthèse que le mouvement se reprend et ça se termine jamais jusqu'à l'exténuation des entités en tant que vivants. Et dans la matière inorganique continue le processus de dissolution et dialectique transformation. Et quand un sage spéculatif, philosophe spéculatif voit cette scène dans son totalité, et qu'il appelle d'ailleurs totalité, au sens lévinassien disons, et non pas l'infini, bien que cette totalité vers indéfiniment d'une manière illimitée, ça continue. Dans les cas où on n'arrête pas avec une finalité ultime ou dès le départ un téléchie comme chez Aristote qui va orienter. Chez Hegel aussi, il y a un choix de savoir absolu qui sera déjà d'une manière discrète dans le début du processus. Voilà, l'orientation orientée. Voilà, un sage qui serait réticent de voir une cause finale dans tout cela et qui verra plutôt une bataille de coq aveugle, sans tête, sans pensée, et il va se retirer dans ses lointaines spéculations ou, comme on dit, dans son tour d'ivoire. Et étant humain, malgré qu'il est humain, il ne agira pas en tant qu'humain. Et ce sera une malheureuse conscience malheureuse décrite par Hegel, peut-être. Donc, en tout cas, il ne sera pas heureux. Il est heureux dans ses pensées et malheureux dans ce monde-ci, peut-être. Et lui aussi, il aura des faiblesses de temps en temps, comme il est fini et formé, et donc il crée des vacuités autour de lui, des manques, forcément. Il faut penser que ça comme une courbure qui se prolonge avec les points pointillés qui crée son espace virtuel, ses objets virtuels autour de lui ou comme auréole. Donc lui, il sera attiré par les personnes opposées qui sont semblables. C'est la même chose, j'ai décrit qu'il y a des petites différences qui sont responsables de schématisations, disons, beaucoup plus fines, raffinées. Voilà, de temps en temps, il y aura des failles. Non pas des faillites, mais des failles, des lacunes, voilà. Vacuité, lacunes, oubli non pas de soi, mais oubli de la totalité, ou bien l'envie de se faire un avec la totalité. Donc,
il va se laisser aller, tomber dans les pièges, donc vivre souligné, comme n'importe qui. Donc, il sera en devenir, soit malheureux, soit heureux, soit longue durée, soit éphémère. Voilà. L'envie, n'a pas comprendre le désir, l'envie, ce pourquoi il y a un moment faillite ou réussite, n'empêche pas qu'il y aura un désir qui va s'éclater d'une manière autre, c'est-à-dire qu'un désir refoulé va se faire phénomène d'une manière encore plus inattendue, même par son émetteur, disons, par son objet. L'homme peut-être est l'objet de son désir, non pas la fin de son désir, mais l'objet en tant que médium. L'homme est un médium de son désir, ou bien substance de son désir, c'est la même chose. Substance, c'est ce qui porte, comme Hippocoimenon, son désir. Bien que ce désir n'existe pas en apparence, bien qu'il y a s'il y a quelque chose à porter, c'est-à-dire corporalité, disons, corporalité non pas abstraite, mais dans une circonstance, dans des coordonnées finies ou illimitées, il y aura comme une image virtuelle un désir dans l'air qui se dessinerait, qui se cristalliserait, qui se cristalliserait. Et une fois ce désir est devenu cristalline, et il sera l'objet du désir d'autrui, encore d'une autre. Voilà. C'est ça les principaux termes: désir, savoir absolu, intelligent, moment, c'est pourquoi il y a un moment, c'est dans quoi il y a un moment, et comment ça se passe, un thèse, un supposé et une supposé. Voilà, toute l'explication est en cohérence avec tous les termes fondamentaux, au moins de Hegel, et en révisant en plus, en appliquant à la corporité, c'est-à-dire à la chair, donc à l'entrelacement de la chair et du monde, et comme désir, premier moteur. Vous allez dire que le premier moteur devrait être seulement au départ, mais non, il faut qu'il y ait toujours un moteur et qui se dessine virtuellement, pour que cette inertie de matière formée, qui est finitude, jeter un grain de poussière dans le cosmos, soit, entre guillemets, esclave de son désir virtuel, et qui se divise pour le réaliser, pour se combiner, pour s'envelopper, développer. Donc, ceci dit que le premier moteur suppose une matière inerte qui le met en mouvement. Le premier moteur n'est pas premier. Seulement en tant que moteur, c'est-à-dire ce qui pousse comme drive, donc pulsion, donc désir, qui est premier. Ce qui est premier moteur responsable seulement de mouvement et de dissolution, et non pas de l'être, mais du devenir. Donc, il faut qu'il y ait un grain de poussière jeté par hasard et qui soit enfermé sur soi. Et c'est là qu'il faut chercher savoir absolu,
ou trésor caché, ou bien existence sporadique au sens de biologie à sport, ou bien dans l'exemple très connu de Heidegger et de Huxley, je dirais une petite fourmi en latence. Tique, pardon, c'était pas fourmi, bien sûr, une tique, une existence qu'on appelle tique, qui est endormi en latence. Il est dans son savoir absolu, il est dans ses rêves, et son rêve et existence une et même chose. Et il y a tout et il y a rien. Et dès qu'il y a un changement qui est son désir même, qui est éveillé, et lui aussi, en tant que forme et matière, il sera divisé, il va se faire Spaltung, il va se faire schise, brisure, ouverture, moment, captation. Voilà, le mot être capté. Et capter, ce sont des actes conceptuels. Ce sont des monades conceptuelles. Donc, un tic en latence, c'est un concept en latence, une forme, dirait Aristote, eidos, il n'y a que eidos, dont la forme est leur matière. Et il n'y a pas une matière en plus qui serait trop, un surplus ou un manque de matière, une imperfection. Sinon, il y a un mouvement. Une forme dont la matière est cette forme, nous l'appelons chez Hegel savoir absolu, ou bien tout simplement absolu. Absolu. Et exactement l'idée au sens kantien, c'est ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas en avoir une présentation adéquate. On ne peut pas avoir une présentation adéquate de l'absolu une fois bousillé, une fois décomposé. Elle ne sera plus l'idée, mais une étant en moment et déjà sa propre représentation. Un étant et sa propre représentation déjà. Mais l'idée, donc latence, n'a pas en soi une présentation adéquate. Elle est tout simplement adéquate à elle-même et non pas à sa représentation, pour une raison simple qu'elle n'a pas de représentation. Elle est enfermée. Personne ne s'en aperçoit. Un tic en latence, ça ne se voit pas. Voilà. Bonne journée. Donc, dans ce sens-là, soit l'indiscernable, ce qui apparaît comme indiscernable, est en vérité, c'est-à-dire dans la réalité, ils sont devenus indiscernables avant une expérience phénoménologique plus étendue, véritable ereignis, événement ou Farouk, qui bien sûr s'approcherait de Gefar, du péril de l'expérience, etc. Et les choses vont rester virtuelles, non pas potentielles virtuelles, ou bien indiscernables, non pas en acte. Quand ils sont en acte, effectivement, ils deviennent surdéterminantes. Là, effectivement, ça aussi, ça aveugle, ça rend plus indiscernable. Ou bien, ce qui est refoulé comme indiscernable, les incompossibilités, soi-disant, qui ne sont pas compatibles avec ce qui s'étend comme possibilité,
comme une série virtuelle ou bien programmatique, eh bien, les incompossibilités ne sont pas peut-être, enfin actuellement ils peuvent être incompossibles, mais ils ne sont pas d'autant plus non vrais, ou bien c'est pas sûr qu'ils ne deviendront pas des phénomènes agissants, etc. Donc ce qui met, ce qui enlève avec le thèse du monde, il faut le faire de telle sorte que toutes les indiscernables et incompossibilités soient réveillées comme dans une scène d'apocalypse, c'est-à-dire une petite crise comme un procès dans Le Marchand de Venise ou chez Kafka, justement dans le procès. Il faut un procès, comme disait Bertolt Brecht, pour que la société se mette en scène d'une manière sociologique, c'est-à-dire à peu près apporter au logos et qui se voit ses contradictions et ses présupposés. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de solution. C'est pour ça que les solutions exigées de toutes parts par les indiscernables. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont une seule solution, parce qu'ils ont des séries continuelles, malgré leur discontinuité, qui fait leur sens, signification, parole, prédicament, proposition, idéologie, système de justice, le droit, tel qu'il est écrit, formulé, etc. Voilà, l'un des indiscernables devient effectivement justice et l'injustice. Ça peut même renverser, comme la plupart du temps, c'est le cas. Alors, pour l'une des conséquences, il faut le dire, alors, c'est ce bonhomme que je thématise dans ma fiction, effectivement, soi-disant, ce juif qui sera à la fois, qu'il aura une vie aristotélicienne à Venise, en tant que commerçant légal, et à la fois, comme supplément d'âme, un homme juif. Très bien, comment ça réconcilie? Apparemment, pas de beaucoup de problèmes, pas de conflits, mais une sorte de bizarrerie. Il faut trouver un nom, et ne pas dire simplement bizarrerie, parce qu'en turc, il y a un mot en ottoman qui s'appelle, voilà, qu'on dit abès. Abès, c'est une incongruence complètement cohérente, mais c'est incongru. C'est plausible, mais complètement absurde. C'est ça, réduction ad absurdum. C'est seulement un procès qui va aller jusqu'au bout, qui peut résoudre le problème, et ce n'est pas un tribunal vénitien, mais c'est les époques successives des philosophes, y compris le texte même de Shakespeare, qui va donner les éléments d'interprétation. Alors, cet homme, est-ce qu'il est aristotélicien ou est-ce qu'il est juif? Les deux à la fois, parce que sa judéité se résume à un précepte juridique qu'on peut formuler l'œil pour l'œil, dent pour le dent. Alors, Aristote, avec tout son réalisme, qu'il essaie de distinguer les régions et essaie de rétablir une vie sociale, civile, une praxis qui passe par le, bien sûr, nomos, et non pas à la merci des fusils de la nature, des liens sanguins, etc. Donc, il cherche une certaine décision juridique, effectivement, mais quand cristallise ou phénoménalise dans une société précise, dans un entendement précis, qui est celui des Juifs de Venise, donc ça devient tout simplement son monde symbolique
qui est au-delà du symbolisme, mais la lettre de la Bible qui dit et qui prononce la loi de Talion. Donc, pour la juridiction, une réciprocité entre les biens du monde, c'est complètement faisable, mais c'est absurde, et c'est convenable juridiquement, mais c'est injuste d'emblée, et tout le monde se tient son rire parce que c'est tragique. C'est ça. Abbesse, c'est encore tordant. C'est une ironie tordante, comme j'utilise assez souvent cet adjectif. Et cette fois-ci, il y a un esprit tordu aussi, peut-être sans arrière-pensée, mais il est rempli de ressentiment, parce que sa fille, il a perdu, elle s'est désertée par un Romain ou par quelques Vénitiens, on ne sait pas son destin. Donc, c'est un ressentiment qui le fait aveugler, peut-être, cet homme qui exige le sang pour le sang et non pas la mort totale. C'est encore plus absurde et c'est encore plus, non pas ironique au sens littéraire du terme, c'est tordant d'illogisme et de manque de bon sens. Et ça devient contraire d'Aristote. C'est l'injustice même par la justice, par l'exigence de droit. Je me disais que l'autre, mais la fin je ne me souviens pas, il faut trouver quelque chose mieux que le carnaval de Rio et mieux que le carnaval de Venise. Enfin, les Allemands aussi ils font du carnaval, mais c'est pas du tout meilleur. Mais dans quel contexte j'ai décidé sur ça? Je me dis, oui, voilà, l'absence de l'Afrique dans cette histoire de carnaval. Et je disais que enfin, dans sa totalité, je n'aime ni carnaval de Brésil, Rio, ni carnaval de Venise, qui semble à première vue préférable l'un à l'autre, selon le caractère, mais j'avais fait un choix. Un choix, je me suis souvenu. Et il s'agit d'un film qui s'appelle Orphée Noir. Orphée Noir, ça devrait être un cinéaste très connu. C'est pas Louis Buñuel, mais fils de Camus, quelque chose comme ça. Bon, c'est peu importe finalement. Et il s'agissait, sur le fond de carnaval, on ne voit pas trop, à mon avis, carnaval, mais les dessous de carnaval n'ont pas du tout de préparation. Mais il est vrai que dans la ville, il y a du carnaval à Rio, du type Rio. Mais, voilà, Orphée Noir, Orphée, je ne me souviens pas, mais ce qui est intéressant, le réalisme de ce film, parce que mythe orphique devient un destin quotidien, réel, vie vécue, qui est en train de vivre à Rio pendant le carnaval, sur le fond du carnaval, qui n'a presque rien à voir avec le carnaval. L'événement traverse un carnaval en tant qu'événement traverse un drame. Voilà, c'était un film très très bien réussi et au-delà de sa singularité, donc il faut donc prendre de grands événements presque universels pour seulement comme fond, musique de fond. Non pas pour le diminuer, mais la plupart du temps, nous vivons des grands événements, révolutions, bouleversements, passages, guerres, dans nos petits drames, et non pas en tant qu'une stratagème politicien ni idéologue, non, dans un petit coin. Et ce drame, nous vivons un drame pendant la guerre, par exemple, beaucoup plus aigu que pendant la paix,
mais nous ne voyons pas vraiment réel rapport avec Grande Guerre, notre petite guerre. C'est aussi le cas de Bertolt Brecht, peut-être dans la pièce qui s'appelle Mère Courage. Chacun dans sa guerre. Hein. Eux, ils font leur grande guerre. Nous sommes dans une guerre autre. Les petits hommes vivent autrement la guerre. C'est ça la leçon à faire. Par exemple, marchand de sandwich devant mon hôpital, il vit autrement. Cancer, elle n'est pas cancer. Et elle est devant un hôpital oncologique. Elle a une idée différente de oncologie. Elle est malade, ils ont une idée différente de l'oncologie. Elle est médecin, elle est infirmière. Ils ont une différente idée d'oncologie. Ils vivent chacun de manière différente. C'est ça qui est intéressant. Pour faire une œuvre d'art, on peut utiliser ce genre de procédé, et pour penser, bien sûr. Bon, la morale du XVIIe siècle jusqu'au XXIe siècle. Alors, longue litanie de morale. Une morale à tellement. Une morale à telle. Une morale d'esclave. Une morale en harnasse. Une morale en laisse. En lacet. En prouette. En l'axe. En astuce. En autruche. En rapace. En sélentelé. En quadripède. En tête de tuque. Une morale de bête en liberté. Une morale d'encyclopédie chinoise. Morale taxinomique. Morale de mathésis. De plus ou de moins. Une morale d'aplomb. Plombé. Une morale à la vue d'oiseau, au vol d'oiseau, zozo, comme 2020, une morale d'atterrissage, une morale d'atterrissage, de cargo douanier, pays limitrophes, une morale à Lewis Carroll, à Dasein, à Maria Bernadette, à Emmanuel, une morale à Katsu, une morale à Daedalus, une morale à Finnegan's Wake, une morale de compassion, une morale d'accompagnement, une morale de compagnon, une morale de fin de sa vie, une morale de pénultième jour, une morale d'in extremis, une morale toujours différente et différente, une morale à fleur de peau, une morale en cercueil, une morale du lieu carcéral, une morale carcérale, pénitentiaire, printanière, en quincaillerie, une morale persuasive, une morale convaincante, une morale assurée, une morale à coup sûr, une morale incertaine, une morale claire et distincte, une morale de zen, une morale de café de coin, une morale de boulanger, une morale de charcutier, une morale de rue d'Ulm, une morale à Vincent, une morale à Vinico, une morale à Serge Leclerc, une morale sans lendemain.
une morale de 2 à 3 jours, une morale mimétique, une morale analytique, une morale de Fiat Lux, une morale de Hapax, une morale d'Opus Dei, une morale d'Alma Mater, une morale de Felix Culpa, de Mea Culpa, une morale de formalité, une morale annuelle, une morale annulée, une morale modifiable, modifiée, une morale modulable, une morale en alternance, mais altérée, une morale en perspective, une morale en perpétuité, une morale perpétuelle, une morale de turcité, une morale de turpitude, une morale de Sabbat true, une morale d'éternelle compassion, morale constipée, morale attristée, morale qu'on peut comparer, une morale dont je ne suis pas capable, une morale dont je suis capable, donc je suis, une morale de rupture, une morale à cajoule, à Joule, à Julie, à Jolivet, une morale de carpédien, 8 jours par jour, une morale de vie journalière, une morale journalistique, une morale à Raymond Queneau, une morale à La Fontaine, une morale à la Madame Sévigné, une morale à Madame Maintenon, une morale à Bossuet, une morale à Chamfort, une morale à la Bruyère, une morale à la Rochefoucauld, une morale sine qua non, une morale de quoi? Une morale moralisante, une morale moralisée, une morale démoralisante, une morale décourageante, une morale encourageante, une morale courageuse, une morale abusive, une morale débattue, une morale abattue, une morale battante, une morale à dame, une morale au monsieur, une morale de sensus communis, une morale de masse, une morale de ciel gris, une morale de bon sens, une morale de sens commun, une morale de différent, une morale d'agnostique, une morale d'Hermès Trismégiste, une morale de la gnose, une morale d'en vouloir à Dieu, une morale vouloir en finir avec le jugement de Dieu, une morale d'en vouloir à tout le monde, une morale de ciel gris, une morale à part, une morale aparté, une morale de communion, une morale de confession, une morale discrète, une morale d'illocutory acts, une morale confuse, une morale à promesse, une morale à fiction, une morale sur parole. Comment peut-on performer une morale par écrit? Mais au-delà de dire et de faire, une morale inavouable, une morale stoïque, une morale à l'échelle du catastrophe, une morale catatellum, une morale cat auto, une morale cat hétéron, une morale sans finalité, une morale tripartie, une morale inespérée, une morale sans espoir, une morale à suspicion, une morale de suspension, une morale d'époque, une morale suppléaire, une morale comme supplément, supplément d'âme, une morale en provision, une morale provisoire à Descartes,
une morale de prudence, une morale provisoire, une morale dispositif, une morale appareillage, une morale d'appareil, une morale d'ustensile, une morale instrumentale, une morale à jouer, une morale en jouet, une morale à performer, une morale à corde à voix, une morale à concerter, une morale à conseil, une morale imprudente, une morale insolente, une morale de nonchalance, une morale sans précepte, une morale déconcertante, une morale allemande, une morale très british, une morale très anglais, une morale sans façon, une morale à la française, une morale haute courte, haute, Ordnung, orientation, une morale d'orientation, une morale désorientée, une morale de bien ordonnée, une morale ordonnée, d'ordonnance, une morale fantasque, une morale de pardon, une morale des égarés, une morale sans guide, une morale d'antiführung, une morale à perte de vue, une morale de désolation, une morale de désorientation, une morale constructive, une morale déconstructive, une morale de dissémination, une morale chaotique, une morale Nevarum, une morale Nevarheit, une morale à Chaosmos, une morale du moment venu, une moment de Kairos, une moment de fortune, une morale de fortune, une morale de bricoleur, une morale improvisée, une morale systématique, une morale désagrégée, une morale dépassée, une morale dispersée, une morale révolue, une morale d'enfant, une morale d'antan, une morale livresque, une morale intègre, une morale discursive, une morale systématique faite sur place in situ, une morale à performer, une morale d'installation, une morale à exécuter, une morale à se faire tuer. Alors, une morale de mutisme, une morale sans voix. Une morale immorale, une morale intraduisible, une morale imprescriptible, une morale illisible, une morale à répéter sans s'y s'engager, une morale picturale, une morale pittoresque, une morale mélodieuse, une morale d'appel, une morale d'appel de la conscience morale, une morale à tabloïd, une morale de passe-partout, une morale de passe-temps, une morale d'entre amis, une morale de belle époque, une morale d'art déco, une morale d'architecture, une morale à la Haussmann, une morale de boulevard d'opéra, une morale de boulevard Léon Blum, une morale de
boulevard Auguste Blanqui, une morale fourrière, une morale assidue et sans fondement vrai, une morale dont le principe nous manquant, une morale qui ne sait connaître, qui ne peut se connaître telle, une morale d'assaut, une morale de plombier, une morale d'usurier, une morale de toujours, une morale d'âne, une morale de plébiscite, une morale de pléroma, une morale de survol, une morale de unheimlich, une morale de caméra obscure, une morale de renaissance, une morale de déesse Isis, une morale de mère nature, une morale de dévastation irrégulière, une morale d'acosmos, une morale acosmique, une morale hors psyché, une morale hors Dieu, une morale d'athéologie, une morale attelée par le côté droit comme dispositif, habillé comme dans les Saintes Écritures. Une morale assimilée, une morale intériorisée, une morale reçue comme telle, une morale reçue comme prothèse législative, un supplément de justice, une morale permettant de juger le camp par le général, une morale propédeutique, une morale prophétique, une morale pothétique, une morale non-thétique, une morale de profession de foi, une morale qui ne fait que signe, une morale thétique, une morale antithétique, une morale insignifiante, une morale de sémiologie générale, génératrice, une morale domestique, une morale de destinérance des envois, destinérance des envois, une morale à Derrida, une morale de circumnavigation, une morale de circoncision, une morale de confession, une morale de pérégrination, une morale de répétition, une morale d'idées, une morale de jour J, une morale apocalyptique. Une morale dont le fondement fait le défaut, mais réparé constamment par la double articulation comme son ombre. Une morale, grande morale, qui fait traverser l'océan, mais fait acculer devant la rivière. Une morale à acculer. Une morale à reculons. Une morale à reculer. Une morale d'affronter. Une morale d'affronter. Une morale de fonte. Une morale de refonte. Une morale de grande foule. Une morale d'alchimiste, une morale de sirène, une morale de soufflement de sourds, apocalyptique, une morale de cavalier de l'enfer, une morale d'insurrection, une morale d'enlèvement, une morale de transfert, une morale capitale, une morale à laquelle je n'adhère et je ne conseille personne.
à personne. Voilà. Grande litanie de morale. Et c'est sans limite, apparemment. Et j'en écris des deux autres, jour par jour.